bonjour à chacun. Suite à cette matinée fort riche à la fois en enseignement, en expérience, nous attaquons désormais les ateliers. Donc pour nous, le troisième, dont le titre est Maîtriser le foncier en milieu touristique, les outils à disposition des collectivités. Alors, lorsque j'ai démarré la préparation de cet atelier, je me suis dit, bon petit réflexe de personnes du 21e siècle. On va aller voir ce que nous dit notre ami Ecosia qui plante des arbres quand on met ce type de requête. Et on tombe assez facilement sur un guide de notre bonne vieille maison Cerema. À l'époque, c'était Certu. Je suis allé voir la page de garde, enfin le sommaire, et il y avait 36 outils. Je me suis dit, oula, si on commence comme ça ne va pas aller très bien. On va plutôt faire dans l'autre sens et on va plutôt solliciter des témoignages pour aborder les outils au travers de quelques témoignages. Voilà, c'est pour ça que sans plus attendre, je vous propose d'écouter la première expérience, le premier témoignage, qui sera fait par Monsieur Philippe Jusserand, qui est directeur régional de la Banque des Territoires Pays de Loire, et qui va nous expliquer, relater la manière dont ils s'y sont pris pour créer une foncière à destination d'opérations touristiques. Voilà, donc Monsieur Jusserand, vous pourrez aussi me faire un petit signe lorsqu'il faut que j'avance les diapos. La parole est à vous. Très bien, donc bonjour, j'espère que vous m'entendez. D'abord ravi de participer à cette table ronde et je salue chaleureusement l'Association nationale des EPFL d'avoir organisé ce colloque et cette table ronde. Alors, sur le sujet du foncier et puis du tourisme, d'abord peut-être commencer par le premier slide, si je peux me permettre. Voilà, donc c'est une foncière dédiée donc au tourisme que nous avons lancée cet été, le 18 juillet, pour la région Pays de la Loire. Tout simplement une foncière créée dans le cadre de la crise, bien entendu. La crise sanitaire, puisque le secteur du tourisme a été très fortement, c'est un des secteurs qui a été le plus touché par la crise. Et la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, hein, qui est au service de l'intérêt général, du développement des territoires et puis en soutien de tous les acteurs de ces territoires, a d'abord apporté des réponses en matière de trésorerie, d'urgence. Nous avons créé d'ailleurs en région Pays de la Loire, toujours avec le conseil régional, le fonds de secours résilience, avec l'ensemble des collectivités de la région, pour apporter des réponses en matière de trésorerie. Mais il est apparu très rapidement qu'il fallait apporter d'autres types de solutions que des réponses en trésorerie ou des réponses en matière de dette, qui sont des réponses plutôt court-termistes, et puis se positionner sur le moyen terme et apporter des fonds aux professionnels de ce secteur. D'où la création de cette foncière. Alors, le premier slide présente l'importance du tourisme dans la région. C'est la deuxième activité économique pour la région Pays de la Loire, et c'est la 4e destination touristique nationale. Donc, c'est un secteur qui est très, très important pour la région Pays de la Loire. Et dans le cadre de la phase de relance, suite à l'impact de la crise, la Caisse des dépôts et la Banque des territoires a mobilisé une enveloppe de 1,7 milliard pour soutenir ce secteur du tourisme, dont 100 millions de fonds propres pour le soutien aux acteurs régionaux et la création de ce type de foncière. Donc, nous avons utilisé cette enveloppe pour créer la foncière tourisme Pays de la Loire. Si on peut passer au deuxième slide. Voilà, donc ce que j'évoquais, répondre à l'urgence de soutenabilité des professionnels de la filière, et puis en profiter aussi pour investir dans les structures, puisque c'est un secteur qui nécessite aussi souvent de mise à niveau des équipements.
et puis intégrer dans cette phase de relance, en quelque sorte, des enjeux sociétaux comme l'efficacité énergétique des équipements, voilà, en profiter en quelque sorte pour réaliser des travaux énergétiques. Donc les cibles, c'est tous les équipements touristiques, donc c'est hôtels, restaurants, camping ou tout autre type de structure. Et le principe d'intervention, ça j'y reviendrai plus précisément, c'est de porter l'immobilier. Voilà, donc un propriétaire exploitant vend son immobilier à cette foncière. Nous lui apportons donc en quelque sorte le produit de la vente, le cash, ce qui lui permet donc de relancer son activité, d'avoir des fonds. Alors bien entendu, il paye un loyer, mais quand il y a retour à meilleure fortune, cet exploitant peut redevenir propriétaire en rachetant le bien immobilier à la foncière. Ça, j'y reviendrai, mais c'est le principe d'intervention, ce qu'on appelle du leaseback, mais aussi on peut intervenir en fonds propres ou en quasi-fonds propres dans le portage immobilier de la structure touristique. Voilà, le modèle économique, je viens de l'évoquer, c'est bien entendu un achat sur l'investissement, en investissement de la foncière tourisme régional Pays de la Loire. Sur le deuxième slide, voilà. Donc cette foncière régionale, hein, qui est je dirais une première en France de ce type, s'appelle Solutions Immobilier Tourisme. Et nous avons souhaité l'adosser à la SEM régionale Solutions Éco. Donc c'est une SEM régionale Pays de la Loire, pilotée par le Conseil régional. Nous sommes actionnaires de la SEM régionale et les moyens humains seront donc viendront de cette SEM, Solutions Éco. Et cette filiale, cette SAS, est une filiale de la SEM régionale Solutions Éco, mais la Banque des Territoires a apporté du capital dans cette foncière directement, même si on est actionnaire aussi de la SEM régionale Solutions Éco. Ça, c'est pour, je dirais, le principe de montage, hein, filiale de cette SEM régionale. C'est aussi cette SAS, hein, cette filiale, cette SAS, Solutions Immobilier Tourisme, aura un rôle de veille, hein, pour éviter aussi, pour les professionnels, donc en lien avec les fédérations professionnelles, d'éviter des faillites de sociétés. Donc, c'est très rapidement communiquer, ce qu'on a fait d'ailleurs, à l'ensemble des structures concernées pour leur dire, voilà, cette solution existe, donc il faut éviter à tout prix donc, de basculer après dans des faillites. Donc, solliciter très rapidement cette foncière. Et puis, ce n'est pas simplement un accompagnement financier, c'est aussi un accompagnement sur la réalisation de travaux de rénovation et puis sur le bien. Et puis, c'est aussi du conseil, hein, qui est apporté à l'exploitant. Sur la troisième slide, donc c'est ce que j'évoquais, cette offre de service, ce conseil à l'exploitant, notamment à travers son BP, l'amélioration de l'offre. On peut utiliser aussi, puisqu'ils sont partenaires, hein, de cette foncière, les acteurs locaux comme BPI France, les CCI, les agences de développement, les offices du tourisme, hein, pour aider en quelque sorte aussi l'exploitant dans ce projet. Sur plus dans le détail, le montage ou l'intervention, le type d'intervention. Alors ça, c'est juste pour revenir en arrière, si je peux me permettre. Donc, ce que j'ai évoqué, le leaseback, c'est bien, j'achète le bien à un propriétaire exploitant et quand il y a retour à meilleure fortune, cet exploitant peut racheter le bien. Donc, ce portage peut aller de 6 à 15 ans. Le rachat de l'exploitant du bien se fait à des conditions qui sont raisonnables, hein, puisque nous sommes investisseurs de long terme au service de l'intérêt général. Voilà, donc les conditions sont tout à fait raisonnables et il n'y a pas je dirais, de date limite, en tout cas, ou impérative de rachat. Donc, on est assez souple.
Ça, c'est pour le leaseback. Et puis aussi, cette foncière peut intervenir directement en portage d'actifs immobiliers classiques. Donc, si un propriétaire exploitant veut vendre et puis arrêter son exploitation, à ce moment-là, on peut porter aussi le bien et trouver d'autres exploitants ou intervenir aussi en quasi-fonds propres, que ce soit des prêts participatifs ou des obligations convertibles. Voilà. Et le leaseback, on l'a appelé leaseback à valeur ajoutée, tout simplement puisqu'on peut rajouter au portage, c'est ce que j'évoquais, des travaux d'amélioration du bien immobilier, des travaux de rénovation énergétique et du conseil à l'exploitant. Donc, c'est ce qu'on appelle du leaseback à valeur ajoutée. Et pour terminer donc sur plus précisément le montage, alors c'est assez dense, mais simplement pour vous expliquer que cette foncière, hein, donc, qui s'appelle Solutions Immobilier Tourisme, qui était anciennement s'appelait Soligère. Donc solution éco, mais c'est en fait le conseil régional a apporté 5 millions de fonds propres, la Caisse des dépôts, Banque des territoires 5 millions, et nous avons un troisième partenaire, la Caisse d'épargne Pays de la Loire-Bretagne, qui a apporté 1 million pour boucler le tour de table. Donc c'est 11 millions de fonds propres. Mais on peut aussi apporter on peut faire appel à de la dette, hein, pour acheter les biens immobiliers. Donc, on a calibré dans le BP de cette foncière un volant d'opération, hein, de l'ordre entre 35 et 40 millions, hein, pour une première tranche, étant entendu qu'on pourra toujours, si ça marche bien, et c'est le cas aujourd'hui, je vais y revenir, compléter les fonds propres l'année prochaine par les actionnaires actuels ou faire appel à d'autres partenaires qui pourront aussi compléter le capital et les moyens financiers de cette foncière. Nous avons aussi comme partenaire BPI France qui peut apporter à la fois du conseil mais aussi des financements, mais aussi les financements de la caisse d'épargne. Voilà, donc c'est vraiment un dispositif complet qui est opérationnel aujourd'hui, hein, ça a été juste lancé au mois de juillet et il y a 8 dossiers qui sont en cours d'instruction aujourd'hui. Donc des hôtels, hôtels-restaurants, campings, mais il y a d'autres types de structures aussi voilà, qui ont sollicité cette foncière, donc ça démarre plutôt très bien. Et on continuera donc à développer. Vous savez que la Caisse des dépôts, la Banque des territoires a lancé un très grand plan de relance, hein, sur l'ensemble de ces thématiques, hein, pas uniquement le tourisme d'ailleurs, et que dans ce cadre de ce plan de relance, lancé aussi en complément de suivi de l'État, voilà, nous pourrons aussi abonder certainement cette foncière si le succès se confirme et se poursuit. Voilà pour cette présentation et je suis à votre disposition, hein, pour toute précision ou pour toute interrogation, hein, sur ce projet. Alors, je précise d'ailleurs que c'est ce que je mettais en point clé du projet, mais les 11 millions et les 35 millions, je l'ai évoqué, c'est que l'accueil a été très, très favorable à des professionnels du tourisme et que les fédérations se sont fortement mobilisées justement pour diffuser l'information sur la communication, sur la création de cette foncière. Voilà, merci à vous et à votre disposition pour les précisions complémentaires. Oui, merci beaucoup. Surtout, ne quittez pas parce qu'il y aura peut-être des Avec plaisir. questions, soit via le chat, pardon, soit entre nous. Alors, soit elles sont venues directement et on peut les évoquer, soit on les aura ensuite et on y reviendra ultérieurement. Alors, moi, j'en avais déjà une. Jusque-là, vous avez cité 8 candidats qui seraient, voilà, potentiellement intéressés par votre initiative. Donc, ça a l'air, vous avez qualifié l'initiative de positive. Si après, ça a un succès très important, comment est-ce que vous pensez trier justement les candidats? Ça, c'est la première question. Une question plus précise sur le loyer que doit payer ensuite l'opérateur touristique qui reste en place dans ses propres murs. Est-ce que c'est un loyer qui est indexé peu ou prou sur le prix d'acquisition du bien et des murs? Et après, on prendra les questions éventuelles du chat. Très bien. Alors, sur le succès, et si ça se poursuit, alors le tri ne sera pas en fonction de la demande, hein. Donc, je pense qu'on est prêt, les partenaires de toute la table, à augmenter les capacités financières de la foncière s'il y a vraiment un afflux de demandes.
Donc, le seul tri, si je peux, enfin, je dirais plutôt une validation en tout cas du dossier, c'est plutôt si le modèle flotte quand même quelque part. C'est-à-dire que ça s'adresse d'abord à des propriétaires exploitants qui, avec une activité qui fonctionnait avant la crise, ils sont frappés de plein fouet par la crise et ils ont besoin de ce type de réponse d'apport de fonds moyen terme pour remettre à niveau antérieur leur activité. Donc, cette foncière ne s'adresse pas, je dirais, à des activités qui étaient subplaquantes avant la crise. Voilà, on est vraiment pour relancer et puis faire face à l'impact de la crise. Donc, ça sera cette seule sélection-là, si je peux utiliser ce terme, mais il n'y aura pas de tri par rapport aux capacités financières. S'il y a besoin de rajouter au pot, on rajoutera au pot. Sur le sujet du loyer, alors ça va dépendre quelque part. Alors ça peut être lié au prix d'achat. C'est lié surtout donc après au BP prévisionnel, je dirais, du projet en tant que tel, de la durée. Il y aura des simulations qui seront effectuées forcément sur cet investissement, c'est-à-dire sur l'achat des murs et sur la sortie qui sera simulée aussi sur cette opération. Donc, voilà, c'est un peu défini au cas par cas. Voilà pour les deux réponses. Merci beaucoup pour ce complément. Donc, je rappelle aux participants que les questions sont toujours ouvertes sur l'ensemble de l'atelier, même si elles concernent les interventions en décalé. Alors, je vois qu'il y a une question qui nous arrive. Et pour l'instant, il y a une question qui concerne le montant des loyers qui a été un petit peu abordé par M. Jusserand. Savoir comment il est calculé, comment est calculé le montant de ce loyer qui est versé à la Banque des Territoires. Oui, ben je dirais, j'ai commencé à répondre sur ce sujet. C'est un peu projet par projet qu'on va estimer le loyer en fonction donc, de la simulation de l'opération d'investissement, en quelque sorte. Voilà, mais ça sera un loyer qui sera raisonnable aussi, quelque part. Mais c'est opération par opération, voilà, projet par projet. Ça va dépendre, vous voyez que c'est très variable selon entre un hôtel-restaurant, un camping. Il y a même un golf qui a sollicité. Enfin, vous voyez, c'est très différent selon les types d'opérations. Bien. Merci encore. Monsieur Jusserand, si vous souhaitez rester un petit peu, vous êtes toujours le bienvenu. On va peut-être lancer, très bien. On va peut-être lancer le petit sondage. Voilà, on a notre équipe et soutien logistique qui a préparé une petite question relative à cette intervention. Alors la question c'est, selon vous, une foncière de ce type serait-elle adaptée aux enjeux touristiques de votre territoire? Donc la question elle est lancée et si voilà, donc les réponses vont arriver. On va laisser encore 30 secondes aux gens pour se positionner, sachant que là, il y a à peu près la moitié des participants à l'atelier qui se sont déjà exprimés. Bon, ça sera certainement moins stratégique comme sondage que ce qui se passe outre-Atlantique. Néanmoins, ce qu'on peut désormais en dire, voilà, on voit quand même que les gens se positionnent sur ne sait pas. On aura le résultat tout de suite.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, il est fort probable qu'on ne conteste pas. Enfin, nous, de notre côté, on acceptera tel que c'est, hein. Ne sait pas, a Peut-être en priori, attendant, vu les... vous précisez qu'il y a des initiatives qui sont prises déjà dans 3 ou 4 autres régions de ce type, hein. Ouais. Puisque ce projet, ce montage a été abordé même dans le cadre du comité interministériel du tourisme qui s'est tenu récemment à Paris sous la présidence du Premier ministre. D'accord, donc d'autres initiatives, y compris sur la thématique du tourisme, en fait. D'accord. Oui, disons que ce type de foncière, c'est la réponse pour la relance, pour la phase de crise, mais bien entendu, la Caisse des dépôts peut intervenir directement projet par projet, hein, quand ce sont des projets plus gros. Voilà. On garde aussi d'autres types et d'autres modalités d'intervention, mais là, c'était vraiment pour répondre à cette phase de relance, hein, de ce secteur. Mais il faut avoir aussi un outil. Oui, oui, tout à fait. Il faut que sur le territoire, il y ait déjà, mais la Caisse des dépôts est souvent actionnaire de ce type de SEM. Il faut qu'il y ait une SEM qui existe, qui soit quelque part aussi l'opérateur. C'est important. Bon. Donc, nos participants se sont plutôt exprimés, comme vous le voyez, plutôt par une certaine prudence. À mon avis, c'est plutôt qu'ils ne se sentent pas forcément la légitimité de répondre à cette question-là en se disant, voilà, moi, je gère un habitat insolite ou je suis dans une collectivité. Est-ce que je suis légitime à savoir si oui ou non une foncière de ce type-là serait opportune ou pas? Par contre, il peut y avoir aussi côté EPF ou PFL la possibilité, je pense, d'intervenir quand c'est possible, hein, au capital de ce type de structure, hein, si je peux me permettre, puisque quand on crée ce type de foncière, on le fait par exemple dans le cadre d'Action Cœur de Ville ou des foncières commerce. J'ai le cas en Vendée où l'EPF de Vendée vient compléter le tour de table pour une foncière qui s'appelle Métropolis, qui porte des actifs en Action Cœur de Ville, hein, en projet Action Cœur de Ville. Ok, merci bien pour le complément. Pendant le sondage, il y a d'autres questions qui sont arrivées sur le chat, toujours donc à destination de Monsieur Jusserand. Tout d'abord, est-ce que l'action est limitée aux petits projets ou est-ce que la foncière peut aller sur des équipements structurants de type équipement thermo, par exemple? Alors, pourquoi pas, hein, mais ça va dépendre un peu de la taille, hein, vous voyez. En fait, ça s'adresse à des tailles intermédiaires. Si c'est des tailles très importantes, ça peut mériter un projet en tant que tel, porté par une société de projet. Nous investissons d'ailleurs, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, en ce moment beaucoup sur le secteur du thermalisme et nous sommes au capital de sociétés de projet. J'ai en tête par exemple le grand projet thermal à Châtel-Guyon, hein, en Auvergne. Voilà, là, nous avons investi au capital de la société de projet avec France Therm qui porte le projet du nouveau resort thermal de Châtel-Guyon. Donc ça, c'est un projet à part entière. Après, les tout petits projets sont plutôt aidés sur deux sujets donc, de fonds ou de trésorerie, par des fonds régionaux notamment, ou des fonds d'urgence, tels que le fonds résilience qui a été monté dans la région Pays de la Loire. Donc, cette foncière s'adresse plutôt voilà, entre les deux. Mais ça peut aussi être sur des projets d'ampleur. Après, il faut étudier au cas par cas. On n'a pas défini de plancher ou de plafond, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Mais voilà, on essaye d'être complet dans toute la gamme de tailles avec les différentes modalités, fonds résilience, foncière régionale tourisme, solutions immobilier tourisme. Et puis après, de raisonner, quand c'est des gros projets structurants, plutôt une manière unitaire. Et en complément à cette question, est-ce que votre intervention est dédiée uniquement aux porteurs de projets privés ou est-ce que vous pouvez aussi intervenir auprès de collectivités? Alors, on peut intervenir auprès de collectivités. Alors après, ça veut dire que la collectivité, en quelque sorte, cède à la foncière, ce qui peut être envisagé. Il faut regarder. Mais là, ça veut dire que
on aide la collectivité, en quelque sorte. Il faudrait voir le montage tel qu'il existe ou quel est le besoin précis de la collectivité, si je peux répondre de cette manière-là. Mais c'est possible d'examiner le sujet, en tout cas, ou le besoin, et de voir comment on peut y répondre et comment on peut monter la réponse. Une autre question enfin, enfin même deux autres questions, il y a une qui est d'arriver. Si on anticipe en vue d'une rétrocession, est-ce qu'il est prévu que les loyers capitalisés soient déduits du montant du rachat par l'exploitant initial? Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas du crédit bail stricto sensu. Maintenant, ça permet quand même l'apport, enfin le fait qu'on porte les murs et puis qu'on ait un loyer raisonnable et puis qu'on réalise des travaux même pour optimiser la valeur du bien. Mais on restera sur un prix d'achat qui sera très raisonnable. Mais le fait d'apporter de l'argent permettra aussi à l'exploitant de dégager du résultat positif qui lui permettra quand même d'anticiper le rachat. Et en lien avec cette problématique du rachat, comment est évalué le prix de rachat du foncier? Donc là, il y a des critères qui sont définis avec la valorisation du bien et puis un retour sur l'investissement donc qui sera très 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 raisonnable. Mais je dirais que ça se définira au cas par cas et projet par projet. Une question enfin concernant la structure porteuse de la foncière. Donc, dans votre cas, c'est la région. On nous demande si une intercommunalité pourrait aussi être porteuse pour une création de foncière avec cet objectif de soutien aux opérateurs immobiliers touristiques. Et si oui, quelle modalité? La dernière question. Alors oui. Alors après, c'est des problématiques d'outils et de périmètre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un outil qui existe au niveau de l'intercommunalité. Hein, ça existe, hein, une SEM notamment. Ou alors, il faudrait trouver un partenaire qui puisse co-investir avec la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, et porter en tant qu'opérateur ces actifs. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir ce type d'outils comme des SEM. Mais donc, si ça existe au niveau de l'intercommunalité, pourquoi pas? Après, il y a aussi une question de taille critique des projets. Voilà, il faut qu'il y ait quand même un nombre de projets suffisamment important pour justifier la création d'une structure. Après, ça dépend de la taille de l'intercommunalité, vous voyez. Si c'est une grande agglomération, pourquoi pas. Si c'est un département, pourquoi pas. Si c'est une communauté de communes, voilà, ça peut être plus délicat. Voilà, tout dépend de la taille de l'EPCI, mais on peut travailler. Quand on crée des foncières commerce, par exemple, ou des foncières multi-activités, je sais que dans ma région, on les crée à l'échelle départementale, vous voyez, parce qu'on a des outils départementaux. Là, la foncière, on l'a créée au niveau de la région parce que c'est principalement une intervention de la région avec un outil régional. Mais bon, tout dépend du territoire, comment il est configuré et quels sont les outils qui sont en place et je dirais le nombre des projets qui sont sur ce territoire. OK. Ultime question sur le gong. Donc tout à l'heure, on a parlé de la rétrocession. Que se passe-t-il si l'exploitant ne peut pas réacquérir son bien au terme du portage? Oui, c'est une bonne question. Bon, on sera patient. Contrairement à des investisseurs privés, on sera, nous, très patients. Donc, il faudra voir si c'est ponctuel ou si la situation est délicate ponctuellement, si on peut attendre ou non. S'il n'y a vraiment pas de possibilité, on gardera le bien et puis après, il faudra voir s'il n'y a pas soit à changer d'exploitant, soit
à repartir sur un autre type d'exploitation. Voilà, donc la question se posera comme ça. Voilà, on essaye dans nos simulations et puis dans le choix dans la sélection de nos projets de bien vérifier quand même qu'on est sur une activité qui marchait bien avant, qui est impactée par la crise, mais avec la perspective que cette activité revienne à son niveau antérieur et marche bien quand même, hein. C'est un peu ça l'objectif, mais on verra si on a des cas comme ça, si ça se produit pour des raisons quelconques. À ce moment-là, il faudra certainement soit attendre, soit porter entièrement l'actif. Bien, merci encore. Merci aussi à nos participants qui s'impliquent fortement par ces questions. J'espère que, voilà, avoir répondu précisément à l'ensemble des questions, même si pour certaines d'entre elles, on est sur des simulations qui sont, vous voyez, projet par projet. Donc, c'est difficile quelquefois après de répondre de manière générale quand on a des projets aussi différents entre un camping, un restaurant, un hôtel ou un golf. Voilà. C'est du cas par cas, de sur-mesure. Voilà, exactement. Moi, je quitte très temporairement mon rôle d'animateur pour vous prendre un petit rôle d'intervenant et vous relater une expérience qui a été menée sur la Savoie. Donc en fait, notre histoire, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, se passe sur la commune de Valseny, commune fusionnée, et plus précisément sur Termignon. Donc en fait, ce qui s'est passé, et là c'est l'image de droite, en 98, donc il y a une grosse vingtaine d'années, la collectivité avait cédé un foncier tout à fait stratégique au pied des pistes pour que des opérateurs y édifient un hôtel. Donc cela s'est fait, ça a tourné comme il fallait, et en 98, ils avaient bien accompagné cette cession foncière d'une convention dite Convention Loi Montagne, qui cadrait un certain nombre de choses, et notamment qui disait que cet établissement-là serait ouvert au public, que ça serait un hôtel qui serait classé et donnait un certain nombre de conditions. Cette convention était conclue pour 20 ans. Ces 20 ans écoulés, eh bien, tout le monde était sorti de ses propres engagements. La collectivité savait qu'il allait se passer des choses, très certainement, voit arriver une DIA, déclaration d'intention d'aliéner, qui met à la vente, enfin qui officialise un projet de vente de ce bien-là, donc l'hôtel Loutin. Et derrière cette DIA, c'est un opérateur qui souhaite en faire des appartements, donc transformer cet hôtel-là en appartements, grosso modo des résidences secondaires, peu ou prou, à très court terme, des lits peu occupés, donc quasiment des lits dits froids, comme on dit dans notre jargon, donc assez peu intéressant d'un point de vue dynamisme économique pour la station. Au fur et à mesure, je vous rappelle que notre atelier, en fait, il s'appelait Outils. Donc, vous avez noté quand, sur l'initiative du projet de démarrage, j'ai évoqué un premier outil qui est le conventionnement loi montagne. Là, je viens d'évoquer un second qui est la veille foncière et l'attention particulière apportée au DIA, notamment dans les communes. Et je fais cet aparté parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un moyen d'information tout à fait stratégique qui est, à notre sens, pas forcément toujours bien utilisé. Est-ce qu'il n'y a pas des DIA qui passent au travers et qui pourraient néanmoins être vus comme stratégiques? Alors, la municipalité de Valseny-Termignon se dit, si on laisse faire ça et que nos hôtels partent petit à petit à la découpe, c'est la descente progressive et c'est une perte de dynamisme pour nos territoires. Et ça, effectivement, on n'en veut pas. On souhaite arrêter les choses. Donc, comme nous le rappelle cette campagne routière, ils sortent de leur routine, ils restent vigilants à cela et ils se disent il nous faut faire quelque chose. Ils en sont quelque part déjà au stade de la DIA, donc le stade de l'amiable où des premiers contacts a été loupé, mais on peut encore faire des choses à ce stade-là. L'alerte est effectivement sonnée. Et après peut-être d'autres coups de fil plus ou moins fructueux, c'est le contact auprès de l'EPFL concerné. Notre réponse à nous, elle est de l'ordre de la préemption. Donc, le code de l'urbanisme permet ce type de choses, donc de donner la priorité à un acquéreur qui aurait un intérêt public à la chose.
et quelque part de court-circuiter la vente en laissant le candidat, en évinçant le candidat. Donc la préemption a été faite en mai 2019. Ce qu'il faut rappeler, bien sûr, mais ça vous l'avez compris, c'est que la commune nous a effectué, c'est elle qui est délégataire du droit de préemption urbain. Donc la commune ne souhaitait pas préempter elle-même parce que pour le coup, elle n'avait pas forcément envie d'être en première ligne et surtout, elle n'avait pas forcément les finances à mettre en face relativement rapidement dans le cadre d'une préemption pour acquérir l'hôtel et ensuite rechercher, en faire quelque chose. D'où la sollicitation de l'EPF. Donc la commune nous délègue son droit de préemption urbain et le directeur de l'EPFL de Savoie, Philippe Pourchet, signe cet arrêté en mai 2019. Donc là, je viens d'évoquer le troisième outil à l'occasion que l'on mobilise, donc qui est effectivement la préemption avec ces deux versions, droit de préemption urbain simple, droit de préemption urbain renforcé. Notons quand même que les préemptions, alors c'est évidemment pas très fréquent, hein, c'est quelques pourcentages de notre activité à l'EPFL de la Savoie, dans le sens où, de manière légitime, on souhaite toujours privilégier les acquisitions à l'amiable, parce que c'est souhaitable et puis que ça ne fait pas quelque part d'insatisfait. Ça évite de rentrer dans des procédures qui parfois peuvent nous emmener là où on ne souhaite pas forcément aller, du contentieux. Cette préemption-là, c'était la première réalisée pour le motif du développement des loisirs et du tourisme. Donc, notons quand même bien que notre article qui cadre les préemptions, L300-1, évoque un certain nombre de choses, notamment les questions d'habitat, les questions d'activité économique. Et cet article-là évoque aussi le développement des loisirs et du tourisme. Et là, c'est notamment sur ce motif-là que l'on a basé tout notre argumentaire de préemption. Le bien, donc, une fois acquis par le PFL, et ben, rapidement, nous, c'est des biens relativement onéreux quand même, qu'on ne peut pas garder comme ça en portefeuille en attendant que quelqu'un veuille bien se pointer et nous dire ça m'intéresse, est-ce que c'est à vendre, est-ce que… Nous l'avons inscrit sur la plateforme Investissement Tourisme Savoie. Donc ça, c'est l'outil numéro 4 que j'évoque là, qui est en fait un outil créé de manière partenariale avec l'outil d'accompagnement des entreprises Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Antenne Savoie, et avec Agathe, l'agence alpine des territoires, donc outil partenarial, qui permet de faire le lien entre des investisseurs touristiques, des opérateurs touristiques qui souhaitent mener des opérations sur la Savoie et puis des biens en vente. Donc, quelque part, on peut dire que c'est une plateforme de mise en relation entre des opérateurs touristiques d'un côté et des biens touristiques à vendre. Et on a sur cette plateforme-là à peu près 25 biens aujourd'hui présents sur cette plateforme. Je vous passerai avec les actes l'adresse réelle, l'adresse Internet de cette plateforme-là. On a donc un certain nombre de biens qui sont présents, très peu de camping, mais surtout des gîtes, des hôtels et des choses en plus ou moins bon état, mais toujours avec un projet touristique réaliste, un emplacement stratégique d'un point de vue touristique et une volonté de la collectivité de se dire ce bien-là, c'est un bien touristique, j'aimerais vraiment que vous nous aidiez à trouver un opérateur touristique pour prendre la suite de ce bien-là. Ce bien inscrit sur la plateforme a eu assez rapidement du succès. Alors, il faut dire, je le redirai un petit peu plus tard, qu'on a monté dans le même temps une subvention avec la région Rhône-Alpes. On a monté le dossier et c'est bien la région Rhône-Alpes qui a attribué une subvention. J'y reviendrai. La plateforme, donc on a un couple de candidats qui s'est déclaré mi-2019. Ils étaient à la recherche d'une opportunité touristique, en sachant qu'ils n'étaient pas étrangers au milieu du tout. Ils géraient un établissement de type brasserie sur la Haute-Savoie, donc sur la ville d'Annecy. Ils avaient envie de sortir de ce rythme un petit peu effréné de la brasserie et avec leurs enfants plutôt jeunes,
et en bas âge, ils aient envie d'aller chercher un cadre de vie plus montagnard, un peu plus reculé, à supposer que Annecy voilà, soit trop actif pour eux. Alors, ils sont, bon, bien sûr, ça a avancé avec plusieurs visites du bien, avec leurs propres architectes, décorateurs d'intérieur, et rapidement, ils se sont dit, ben, voilà, c'est quand même une acquisition qui est conséquente, on engage nos enfants, notre vie quelque part. Donc, ils ont commandé sous nos conseils une étude pour la reprise de cet établissement, étude principalement, on va dire, de faisabilité économique et de positionnement touristique. Donc la question posée était de se dire, si je positionne mon établissement de telle manière d'un point de vue touristique, quelles peuvent être mes charges, quelles peuvent être mes recettes, est-ce que je peux envisager en faire une activité économique suffisante pour leur famille en l'occurrence. Donc la conclusion était très, très positive. Alors, il faut dire aussi qu'elle était d'autant plus positive que la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Sylvain en a parlé ce matin, a mis en place un système de subventionnement des biens touristiques avec un certain nombre de conditions, mais ce bien-là rentrait complètement dans les conditions, dans le sens où on était sur la reprise d'un établissement hôtelier, la remise à niveau et le fait de le maintenir dans une hôtellerie dite familiale ou traditionnelle. Donc la région a amené 40% du prix d'acquisition sur les murs. Ceci étant avancé, voilà les questions de prix. Ceci étant avancé, donc, on trouve un accord sur le prix. Tout ça, bien sûr, se conclut, doit se préparer et se conclura dans un office notarial. La vente était un petit peu spécifique dans le sens où ce n'était pas une rétrocession, je dirais, classique de ce dont on a l'habitude au sein des EPFL. Elle n'était pas classique, notamment parce que le bien ne l'était pas, mais surtout parce que, je l'ai évoqué, il y avait une subvention conséquente. Donc, cette subvention, elle était conditionnée à une activité derrière et à une manière de le mener. Donc, c'était une vente avec cahier des charges et cahier des charges, donc des engagements qui devaient porter sur le fait que le bien reste bien à destination d'un hôtel de tourisme, que cet hôtel fera bien l'objet d'un classement en étoiles au titre du Code du tourisme, qu'il y aura également un restaurant qui sera ouvert au public, et pas seulement à la clientèle de l'hôtel. C'était un point important pour la collectivité qui était notre donneur d'ordre dans cette opération. Il y a aussi des engagements en termes de communication sur les taux de remplissage, c'est-à-dire que la commune, par notre intermédiaire, aura un état annuel des commercialisations sur cet hôtel-là, et puis des engagements en termes de période d'ouverture. Ces personnes, on leur a proposé ce qu'ils ont accepté un engagement pour une durée de 18 ans, qui était justifié par le fait que les efforts de la collectivité étaient conséquents, notamment via cette subvention. Ce cahier des charges inséré vraiment dans l'acte notarié était accompagné d'une action en résolution de la vente. Donc, c'est-à-dire que si les engagements précités devaient ne pas être respectés par les acquéreurs actuels ou par les personnes qui eux-mêmes auraient cédé, voire auxquels ils auraient pu confier une gérance, dans ce cas-là, résolution de la vente, le bien pourrait revenir moyennant une expertise de la valeur, une déduction des dépréciations, par contre un ajout des améliorations. Donc là, ça pourrait revenir, alors bien sûr, ce n'est pas du tout notre souhait, à l'EPFL propriétaire initial. Donc c'était bien, là l'outil que je viens d'évoquer, c'est la vente avec cahier des charges avec action résolution de la vente. Les propriétaires y ont intégré un certain nombre de travaux pour plusieurs centaines de milliers d'euros, bien que l'hôtel était en plutôt bon état, hein, il était assez récent aussi, une vingtaine d'années. Donc, ils y ont quand même fait des travaux conséquents en termes d'aménagement intérieur, mais aussi de réfection de façade,
D'ailleurs, la photo qu'on voit à droite, habillée de bois, c'est une façade qui a été reprise. Ils ont remis une cheminée pour redonner un aspect très chaleureux. Et la photo qu'on a en bas à droite, c'est aujourd'hui le nouvel accueil avec une touche très, très cosy qu'ils ont souhaité donner. Alors forcément, leur démarrage, vous avez compris que ce planning, autant ça avait démarré vraiment en fanfare et rapidement, autant la crise sanitaire que nous connaissons, il y a mis quand même voilà, un frein certain. Bon, néanmoins, on leur souhaite une très bonne continuation et tout le monde est invité à réserver son séjour. Il s'agit bien de l'hôtel Luta sur Valsony. Voilà, sur cette brève présentation, je fais quand même un petit flash pour pas qu'on nous reproche d'avoir mis l'eau à la bouche de certains pour les inscriptions et qu'on ne l'ait pas du tout évoqué. J'évoque notamment une petite spécialité qui est la surface touristique pondérée. Donc en fait, la surface touristique pondérée, c'est un petit peu, c'est à l'urbanisme ce qu'est la tartiflette à la gastronomie. C'est-à-dire que c'est une spécialité savoyarde tout à fait locale. C'est donc une création du SCOT tarentaise pour réguler la production de lits touristiques neufs dans un contexte où il ne s'agit plus tant de produire de nouveaux lits touristiques face à un marché mature et une demande en clientèle relativement stable. Donc ça, c'était la problématique centrale du SCOT tarentaise. Les élus se sont mis d'accord pour aller vers ce système de régulation qu'on pourrait qualifier avec des mots un peu abrupts quelque part de quotas, avec un système de bonus-malus. Donc un malus lorsqu'une commune crée des lits dits non marchands, donc des lits dits froids. Par contre, elle a un bonus lorsqu'elle crée des lits chauds, notamment des lits hôteliers ou des lits de type club, toujours bien accueillis, car vraiment des lits qui tirent les destinations vers le haut, et un super bonus pour les réhabilitations. Vous avez tout ça en détail sur le site internet dédié au SCOT tarentaise. Et après, vous voyez que sur la carte de droite, chaque commune, dont des noms relativement connus, s'est donné quelque part une règle du jeu. Le SCOT a donné une règle du jeu commune qui s'applique à chacune des communes et qui définit ces surfaces touristiques pondérées commune par commune. Et après, à chaque commune d'élaborer sa propre stratégie pour ne pas épuiser son quota trop rapidement. Cela suppose, vous l'avez compris pour les plus pointus d'entre vous, qu'il y ait quand même un suivi très, très précis des permis de construire pour dépouiller au sein des permis de construire qu'est-ce qui est touristique et surtout quel est le type de lit touristique. Voilà, c'était une petite aparté sur le SCOT tarentaise. Je ne sais pas, je rends quasiment mon rôle de micro-intervenant pour reprendre celui d'animateur. Je ne sais pas, Laurent, si on a maintenant des questions. Oui, il y a déjà des questions, alors notamment une sur ton premier exposé concernant le fondement et la justification de la préemption. On nous dit qu'il semblait que pour préempter, il fallait que un projet bien précis et bien connu soit connu justement en amont de l'acte de préemption. Est-ce que tu peux confirmer? Non, il faut que les motifs soient argumentés sur une volonté continue de la commune, sur le fait qu'elle s'occupe de cette problématique-là. Il faut qu'elle ait un certain nombre de documents qui signifient bien qu'il y a un enjeu en termes de maintien des lits chauds, notamment des lits hôteliers. Donc là, on est allé chercher dans le SCOT qui disait bien qu'il y avait un enjeu de maintien des lits hôteliers au sein de cette haute tarentaise, haute maurienne, pardon. Qui avait un enjeu bien spécifique et bien argumenté au sein du PLU. Ces enjeux-là étaient aussi identifiés dans un certain nombre d'autres documents stratégiques, notamment de la stratégie touristique liée à la Haute-Maurienne. Et c'est là-dessus qu'on s'est appuyé pour dire il y a un enjeu et c'est pour ça que la collectivité doit se remettre de cette opération. Mais pour le coup, dans le cas des préemptions, on n'a pas obligatoirement de nécessité d'avoir un projet très, très défini. Il y a quand même l'intention qui est déjà connue en amont. Voilà, l'intention, elle est connue notamment et qu'elle est tout à fait argumentée par rapport à des objectifs de stratégie publique, notamment se rappeler dans le L-300-1. En lien toujours avec la préemption, est-ce que tu peux préciser si le PF a acquis les murs et le fond?
commercial. Alors pour le coup, il n'y avait plus de fonds dans le sens où les opérateurs initiaux avaient exploité pendant une quinzaine d'années, avaient mis ensuite quelqu'un en gérance qui s'était épuisé à la tâche, donc l'hôtel était fermé. Donc on a considéré qu'il n'y avait plus de fonds. Une question sur un autre outil que tu as évoqué dans ton exposé, la plateforme ITS. Est-ce que tu peux déjà faire un retour sur son efficacité? Et avec du recul, est-ce qu'elle constitue un vrai plus en matière d'attractivité? Alors, on est un peu en mal pour faire un vrai bilan dans le sens où c'est un petit peu récent. Pour le coup, on a eu 2 années d'exercice. 2019, où on a passé beaucoup de temps à quelque part à inscrire des biens. Et tant qu'on n'a pas de biens inscrits, on n'a rien à proposer. Donc, forcément, on ne peut pas avoir d'opérateur. Donc, une année 2019, on va dire en demi-teinte par manque de biens stratégiques et intéressants des investisseurs. Et une année 2020 qui, sur le tourisme, est tout à fait spécifique et nous a absolument pas permis de programmer un nombre de visites intéressantes, dans le sens où les gens sur les projets touristiques restent quand même intéressés. On voit sur les demandes web, ça n'a pas vraiment fléchi. Par contre, de là à les convaincre son banquier, programmer des visites et faire autre chose, voilà. Donc, quelque part, aujourd'hui, on ne sait pas quoi en dire. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vont remonter. En attendant, on peut peut-être lancer le petit sondage en lien avec cet exposé. Donc voilà, dans vos territoires, donc ça fait partie des outils que Pierre-Yves a exposés, donc la veille foncière et la préemption. Est-ce que ce sont des outils qui ont déjà été mobilisés, soit par vous, soit par un établissement public foncier, pour des opérations à finalité touristique? Alors, ce que je vous propose, on reviendra aux résultats avec éventuellement un petit commentaire quand on les aura tout à l'heure. Mais sans plus attendre, je passe la parole. Je passe la parole donc à l'établissement public foncier de Guadeloupe. Donc, en l'occurrence, nous accueillons Séverine Flatteau et Olivier Broudic qui vont se présenter et nous présenter notamment une initiative intéressante qu'ils ont pu mener, ou plus exactement qu'ils sont en train de mener. Donc merci à vous et je vous passe la parole. Et on revient ensuite, Laurent, au résultat du sondage. On te remercie. La parole est à vous. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, ça marche bien. Ok, super. Bon, alors nous allons vous faire part d'une expérience, d'une première expérience que nous avons menée. Donc, c'est une acquisition amiable que nous avons fait dans les mains de particuliers qui étaient propriétaires, enfin qui sont toujours propriétaires, puisque nous allons signer l'acte, je pense, au premier trimestre 2021. Donc, nous allons faire l'acquisition de ce bien assez atypique, puisque c'est un bien qui est classé monument historique, qui a été construit au XVIIIe siècle et qui aujourd'hui est vide. Il n'a plus de vie. Alors, ça s'appelle la maison coquille. Pour le coup, c'est un peu une coquille vide pour l'instant. Donc, nous, on s'est intéressé à ce bien dans le cadre d'Action Cœur de Ville. Le bien est dans le périmètre et il nous a paru opportun de faire l'acquisition dans le cadre de la redynamisation du territoire du Sud Basse-Terre, qui actuellement est surtout agricole. Donc, on a vraiment besoin d'attractivité touristique sur ce territoire. Donc, nous allons faire l'acquisition, mais en temps masqué, nous avons travaillé sur toute une démarche expérimentale dont Olivier peut vous faire part. On peut passer à la slide suivante. Voilà, c'est un projet qui s'inscrit effectivement dans une redynamisation du sud Basse-Terre. Alors, il faut savoir aussi que Basse-Terre est comment dire, donc déjà c'est la préfecture de la Guadeloupe,
C'est on va dire la ville la plus ancienne et celle qui détient le patrimoine le plus conséquent sur la Guadeloupe. Il est aussi lié comment dire, à tout ce qui concerne donc, au niveau touristique, aux croisières. Alors, je cherchais aux croisières et l'ancienne municipalité souhaitait monter le niveau de la croisière, c'est-à-dire de plutôt être sur des croisiéristes, on va dire en CSP, CSP+, et essayer de faire en sorte de faire venir par exemple des voiliers, des choses comme ça, et d'articuler tout le tourisme autour de cette croisière, on va dire, plus luxueuse et qui met plus en avant le qualitatif que le quantitatif. Et la maison Coquille se retrouve finalement en plein centre-bourg. On va essayer d'aller directement sur peut-être le plan de situation pour qu'on situe, voilà, où se trouve la maison Coquille. Donc on est vraiment à 2 pas de la mairie, on est dans le centre ancien. Et l'objectif, c'était effectivement de faire descendre peut-être les croisiéristes et dans un lieu chargé d'histoire et en leur apportant toute une série de services. Il y a aussi de nombreuses, comment dire, il y a un système hospitalier qui est assez développé sur la Basse-Terre. On a aussi beaucoup de fonctionnaires et non-fonctionnaires qui viennent régulièrement. Donc, en fait, il y a quand même un vivier de personnes qui pourraient être intéressées par cet outil touristique. Donc, vous voyez, on a le marché qui est à 2 pas, la zone d'accostage des bateaux. On a aussi un petit centre-ville, le centre-ville commercial, donc qui permet de pouvoir se promener et errer dans les rues de Basse-Terre. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est que, donc Séverine le disait, la maison Coquille est en cours d'acquisition. Est en cours d'acquisition. Donc là, c'est l'EPF de Guadeloupe qui est force de proposition auprès de la commune de Basse-Terre pour l'acquisition. C'est nous qui leur avons proposé l'acquisition adossée d'un projet. Donc, on a fait appel à un bureau d'études spécialisé en ingénierie touristique et financière pour nous accompagner dans la démarche. Donc, ce que l'on lui a demandé de faire, c'est un cahier des charges qui nous permettra, avec un comité de sélection qui sera composé de la ville de Basse-Terre, de la direction des affaires culturelles, de la Banque des territoires et puis d'autres membres qui seront choisis. Donc, le candidat sera sélectionné sur la base de ce cahier des charges qui a été établi. Donc, on va peut-être parler un petit peu plus de ce cahier des charges qui aujourd'hui est assez complet. Il précise exactement le contexte dans lequel on se trouve, les critères de sélection, les différentes subventions qui sont possiblement mobilisables pour ce projet, et puis le type d'exploitation également qui va se mettre en place, puisque nous, on a prévu, après l'acquisition, de faire un portage, donc avec l'exploitant en place. Alors, en fait, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu avant avec Séverine, on n'est pas tout à fait à la même configuration. On a une fragilité des opérateurs touristiques qui est assez importante en Guadeloupe. C'est des organismes qui n'ont pas forcément beaucoup de trésorerie et qui est assujetti à tous les événements qui soient mondiaux ou internationaux. Donc, l'exemple aujourd'hui de la crise sanitaire a impacté directement et alors d'une façon très violente les opérateurs touristiques. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'EPF, là, aujourd'hui, va rester propriétaire du clos et du couvert, assurer la maintenance et ne laisser finalement au gestionnaire ou à l'exploitant le soin de réaliser de mener à bien son activité. Le but, c'est d'essayer d'alléger au maximum les charges qui pèsent sur ce type d'installation. Donc, on a prévu un loyer d'environ 3 000 € mensuel. C'est un loyer qui reste attractif, mais qui a été calculé aussi sur la base du marché sur ce bassin du sud Basse-Terre. On
on a en amont rencontré quelques opérateurs de la place en matière de tourisme. Alors, il faut savoir quand même qu'on a beaucoup de petits gîtes. Ce sont des petites structures quasi familiales qui existent, qui proposent le clos et le couvert de façon assez, j'ai envie de dire, un petit peu rustique. Bon, c'est vrai que là, on mise sur des prestations beaucoup plus qualitatives. On se dirige sur un hôtel de charme avec voilà, une prestation gastronomique, pourquoi pas un spa. Donc là, on souhaite vraiment aussi, par le cahier des charges qu'on a proposé, laisser la place à l'innovation et à la créativité, à l'innovation en fait. On ne veut pas contraindre un potentiel exploitant qui aurait aussi des idées à apporter. Donc on reste assez ouvert et puis on a prévu d'ouvrir la candidature après l'acquisition du bien, donc certainement en janvier ou février. On peut avancer sur les slides si vous voulez. Allô, allô? Allô? On parlait peut-être dans le vide? Non? Non, du tout, vous ne parlez pas du tout. Oui, on peut avancer sur les slides. C'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas le retour des gens. C'est assez. Alors, ce n'est pas une punition qui vous est personnelle. Je viens de vivre précédemment. Effectivement, c'est assez particulier. C'est clair. Les modérateurs me confirment que personne n'a décroché et que les gens affûtent leurs questions. Ah d'accord, ok, voilà, très bien. Donc voilà, une offre d'hôtellerie, une offre de restauration. Alors, il faut savoir qu'en Guadeloupe, on a finalement, on a, comme disait Séverine, vraiment du volume, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un hébergement assez rustique, ou alors on a finalement quelques organismes qui sont du très haut de gamme. Et finalement, au milieu, sur un tourisme, on va dire, classique et qui attend quand même un peu plus que la simple chambre et la table pour déjeuner, on n'a pas grand-chose. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur une cible touristique en offrant beaucoup de services. C'est ça l'idée. Donc, c'est effectivement le cahier des charges, il est tourné dans ce sens-là, avec des massages, ça peut être des visites, ça peut être pas mal de choses. Et l'idée, c'est vraiment de faire revivre la maison de Coquille, qui est un emblème en fait sur Basse-Terre. Donc restauration, autres services, voilà, on peut continuer à avancer. L'idée, c'est plutôt d'échanger. Donc nous, on a prévu un bail commercial touristique sur 9 ans. Le portage va se caler à peu près sur 10 ans. Et à l'issue, on laissera, donc en fait, tous les loyers vont venir en déduction du prix du bien, puisqu'on rétrocédera à terme le bien à la collectivité avec une déduction des loyers. Donc, si les loyers ont permis de couvrir le prix d'acquisition du bien, eh bien, on aura une rétrocession pratiquement à titre à zéro. Après, bon, s'il y a un delta en plus ou en moins, bon, on fera soit un paiement de la collectivité, soit un remboursement à la collectivité. Mais il est prévu que tous les loyers viennent en déduction du prix de rétrocession du bien. Et puis la collectivité, in fine, donc au terme du portage de 10 ans, fera elle-même le choix de rétrocéder à l'exploitant qui est en place. L'avantage du système, c'est que si l'exploitant rencontre des difficultés, par exemple une crise économique ou une crise sanitaire pendant sa gestion, il peut se retourner il peut faire appel à l'EPF et à la collectivité pour peut-être avoir bénéficié de suspension de loyer. Et la collectivité est en pleine mesure de décider si effectivement elle va reporter ou pas la perception des loyers. Donc c'est vraiment une gestion à la dentelle, quoi. Je trouve que c'est un système qui permet au gestionnaire de se focaliser sur son activité. Et en fait, finalement, il n'a pas droit à l'erreur, on va dire ça comme ça. Rien n'est fait pour le freiner toujours.
Et ce n'est pas inhabituel. C'est vrai que de nombreux biens acquis par le PF de Guadeloupe sont mis à la disposition soit de jeunes entrepreneurs, soit d'associations. L'idée, c'est de faire vivre le patrimoine pendant son portage. Alors, des fois, il y a des projets qui sont dans les tuyaux, mais le temps qu'ils sortent, il peut durer 3 ou 4 ans. Et ben, du coup, pendant cette période-là, les biens sont mis à la disposition de porteurs de projets. Et il arrive effectivement que pendant la phase d'installation, il peut y avoir une suspension des loyers pour les aider à se mettre en place. On peut avancer, voilà. Donc, il y a plusieurs types de subventions ou d'aide au développement de la structure. Alors, la seule chose qu'on n'a pas indiquée, c'est que le bien le bâti est en assez bon état puisqu'il a été rénové dans les années 90. Par contre, les jardins, la fontaine qui s'étendent sur environ 2000 m², eux sont en très mauvais état. Donc nous, ça va nous demander en tant que bailleur de faire d'assez importants investissements. Donc on aura aussi à respecter les contraintes de la DAC, puisque c'est un monument historique. Donc on va s'engager dans des travaux qui seront assez coûteux. On laissera à l'exploitant les travaux d'aménagement et d'équipement intérieur surtout. Ok. Est-ce que vous souhaitez en une minute nous parler de cet autre projet en réflexion ou est-ce que... Oui, je l'ai mis parce qu'en fait, c'est pareil, on est dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que le PF a acquis un bien qui appartenait à Orange, enfin à France Télécom anciennement, en plein cœur de Grandbourg de Marie-Galante. Vous voyez, c'est clairement une friche. Mais c'est bien situé à proximité du port. On le voit sur le plan de situation, ce qui permet quand même une accessibilité aisée. Et puis, Marie-Galante a un potentiel touristique important. Et l'idée, c'est effectivement, on réfléchit aujourd'hui à un centre d'hébergement. Alors, ça peut être, je vous l'ai mis à l'image de ce qui se fait dans les activités sportives et culturelles. Enfin, voilà, on est aujourd'hui, donc l'étude d'opportunité est en cours ou presque finalisée. Il s'avère qu'effectivement, il y a un réel besoin. Donc aujourd'hui, on va passer sur un stade suivant de la faisabilité technique voilà. Et donc, on va se rapprocher de Tédigo, par exemple, ou l'ICPA, pour ne pas les citer, mais j'en ai mis 2, mais il y en a d'autres. Mais l'idée, c'est effectivement de proposer à des jeunes et à des moins jeunes des activités thématiques. Le site s'y prête. Donc là, le bâtiment va être démoli. Il faut réfléchir en fait à un outil qui soit convertible, qui soit adaptable, trouver un ou plusieurs partenaires. Donc voilà, on est aujourd'hui dans cette réflexion-là aussi sur Marie-Galante. Et donc là, c'est sur 2021 qu'on va travailler là-dessus. On a aussi un autre projet, alors pour l'instant qui commence à émerger. On a des petites maisons à caractère patrimonial en bois avec de jolis balcons filants dans les centres-bourgs. Et l'idée qu'on a dans les deux villes principales que sont Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, c'est de faire l'acquisition de quelques-unes de ces petites maisons qui sont assez remarquables, de les réhabiliter et puis ensuite d'en faire des hébergements touristiques urbains. Voilà, donc ça, on est en pleine réflexion sur le sujet puisqu'on fera l'acquisition. Nous, EPF, mais il nous faut savoir quelle sera la structure porteuse, quel sera le mode de gestion. Donc, on commence à réfléchir à une SPL, à la création d'une SPL, etc. Donc, voilà, on a une vraie réflexion sur l'investissement immobilier touristique, mais il nous faut mettre en place les outils qui vont bien le schéma économique qui va bien pour porter et pérenniser ce mode d'exploitation. Bien, merci. Et
pour ces témoignages. Laurent, est-ce que nous avons des questions et est-ce qu'on a prise? Est-ce qu'on veut repasser peut-être rapidement le petit sondage tout à l'heure, juste sans forcément beaucoup de commentaires, mais pour donner les résultats? Voilà. Donc, j'ai partagé les résultats en attendant que des questions remontent. Il y en a déjà une. Donc, bon, ce qu'on peut voir, c'est que la préemption, ce n'est pas forcément un outil qui est toujours utilisé pour les opérations à finalité touristique. Bon, après, il y a toujours le risque aussi d'engorger des contentieux dont tu parlais tout à l'heure. Pour embrayer sur la présentation qui vient de nous être faite de la part de nos collègues guadeloupéens, une question concernant sur les études. Est-ce que les études que vous faites en vue de l'appel à projet sont réalisées sur vos fonds propres, sur les fonds propres de l'EPF? Oui. Oui. Par contre, on a eu une subvention de la Banque des Territoires dans le cadre d'Action Cœur de Ville. D'accord. Je vais également lancer le sondage en lien avec votre présentation. Ça fera peut-être remonter d'autres questions pendant ce moment-là. Moi, j'ai déjà une question aussi à vous poser. Je sais qu'en Guadeloupe, pour travailler sur le foncier agricole et naturel, c'est très compliqué de la part avec des personnes qui n'ont pas forcément des droits et qui sont présents sur les terrains en question. Est-ce que sur le foncier bâti, c'est la même chose ou est-ce que la situation est beaucoup plus simple? Non, la situation n'est pas plus simple. C'est vrai qu'on peut avoir des occupants sans titre sur les biens. Ce sont surtout malheureusement dans les centres-bourgs, dans les vieilles maisons, ce sont souvent des squatteurs. Donc on n'a pas trop de difficultés à acquérir le bien vide. En fonction du bien, c'est vrai qu'on a à chaque fois une problématique différente, mais c'est vrai que l'occupation précaire peut en être une. Il faut qu'on propose avec. Mais nous, on acquiert le bien vide de toute occupation et on le sécurise le temps du portage pour qu'il ne soit pas occupé à nouveau, quitte à le démolir très rapidement pour éviter tout squattage. D'accord. Bon, il y a déjà plus de la moitié des participants qui sont exprimés sur le sondage. Je vous propose de vous le faire partager, peut-être de réagir dessus. Bon. Donc, on voit que l'appel à projet n'est pas encore un outil qui est encore très utilisé sur les opérations touristiques. Une question complémentaire à celle que je viens de vous poser sur le coût des études. Est-ce que le coût de l'étude en question est refacturé à la collectivité au moment où vous rétrocédez le bien? La question est sur si le coût de l'étude sera refacturé à la collectivité ou dans la rétrocession. En fait, ils vont dans les frais de portage, mais pas toujours en fait. On considère qu'en général, les études de faisabilité que l'on fait, c'est un outil qui nous permet de savoir si l'acquisition est pertinente ou pas, nous EPF. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas toujours le facturer parce qu'en fait, c'est un outil qui nous permet de déterminer la pertinence de l'acquisition. Parce qu'en fait, c'est nous qui sommes souvent force de proposition auprès de nos collectivités. Après, si c'est elles qui nous demandent d'acquérir le bien et de faire l'étude, là, clairement, on va refacturer. Mais quand c'est à notre initiative et que l'on met des outils en place pour s'assurer et pour sécuriser notre acquisition, là, non, on ne refacture pas toujours l'étude. D'accord. Bien, merci bien pour ces compléments précis. On a d'autres questions, Laurent Non, pas pour l'instant. Okay. Alors, si un commentaire vient nous parvenir, en complément de la veille foncière, donc dans son destinataire, les communes directement, il y a aussi les DIA rurales qui peuvent être intéressantes pour l'activité touristique, donc les DIA rurales qui sont transmises par les SAFER. Et à ce titre-là, donc, il y a un outil. À ce titre-là, donc, il y a un outil qui s'appelle Vigifoncier qui est proposé par les SAFER aux collectivités et via lequel les SAFER donc, peuvent communiquer aux collectivités directement les déclarations d'intention de ligne dont elles sont destinataires.
Voilà, et tout ça également pour dire que les SAFER peuvent, lors de leur activité, rétrocéder une partie des biens à une finalité qui n'est pas agricole, qui donc pourrait être touristique. Je condense, Madame Baraquet, m'en veuillez pas, hein, votre intervention. Et sachant que les SAFER ont aussi la possibilité d'intégrer un cahier des charges pour que la destination du bien soit réellement respectée une fois qu'il a été rétrocédé. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci aux participants pour leur assiduité et leur engagement. Merci à nos intervenants d'avoir aussi su tenir le cadre, le tempo, même si l'exercice est un petit peu difficile, voire un tout petit peu ingrat. Merci beaucoup. Alors, on ne se quitte pas, c'est simplement, c'est tea time, on peut dire, mais il y a une petite demi-heure de pause et on se retrouve à 16 h pour une mini-synthèse des ateliers, mini-restitution assez rapide, sur une forme un tout petit peu innovante. On ne s'engage pas trop, mais on vous tient. Et une restitution et retour en plein air pour une fin du colloque ensuite à 17 h. Merci, à tout à l'heure.